Et bonjour Claude Malhuret, vous pouvez vous asseoir, vous êtes président du groupe Les Indépendants au Sénat. Je vous présente, enfin pas besoin de vous présenter Fabrice Vesser-Redon, bonjour pour le groupe Evra qui va m'accompagner, m'épauler pour cette interview. Bonjour cher Fabrice, on va commencer avec une question d'actualité, actualité internationale. Ce vendredi avait lieu l'enterrement d'Alexei Navalny. En Russie, malgré les menaces, malgré les intimidations, des milliers de Russes ont fait le déplacement. C'est quoi, c'est le dernier pied de nez à Vladimir Poutine, c'est comme ça que vous l'interprétez? Un pied de nez, on aimerait que ça puisse être un pied de nez et on aimerait que ça puisse être suivi des faits importants, mais c'est en tout cas une démonstration de courage. Vous savez, on s'interroge beaucoup sur ce pays dont on n'arrive pas à comprendre quelle est la part de peur, quelle est la part de terreur, quelle est la part de passivité. C'est ce que les Ukrainiens reprochent aux Russes. Les Russes sont en train de montrer, après une épreuve qui est celle de la mort de Navalny, d'un véritable héros qui sera demain dans les livres d'histoire au même titre que Sakharov ou que Solzhenitsyn. Donc c'est pas n'importe quel événement. Quelle est la proportion aujourd'hui des Russes qui osent descendre dans la rue, qui osent déposer des fleurs? Quelle est la proportion de ceux qui sont d'accord mais qui n'osent pas? Quelle est la proportion, malheureusement sans doute encore majoritaire, de ceux qui suivent Poutine? C'est très très difficile à savoir. Je pense que c'est un événement à la fois en Russie et internationalement, il a beaucoup marqué aussi. Quel doit être le rôle à présent de la France? Est-ce qu'il faut qu'on encourage l'émergence d'opposants? Vous savez, j'ai vécu pendant toute une période, la période des dissidents. Bien sûr qu'il faut qu'on les encourage, mais c'est pas, ça ne changera pas grand-chose. Les dissidents, ils ont fini par gagner, ou en tout cas par gagner du terrain, parce qu'à la fin, c'est quand même la guerre des étoiles, c'est quand même Reagan qui a gagné la guerre froide. Et de ce point de vue-là, je pense que notre rôle, c'est évidemment non pas d'encourager à l'intérieur, parce que plus vous encouragez de l'extérieur, plus en définitive, c'est difficile d'être audible, de donner des leçons depuis l'extérieur. Par contre, nous, on a un rôle essentiel aujourd'hui, c'est de faire notre partie, c'est-à-dire de défendre l'Ukraine, c'est-à-dire de faire gagner l'Ukraine, c'est-à-dire de faire perdre Poutine en Ukraine. Précisément. C'est aussi simple que ça. Oui, précisément. Vladimir Poutine, la semaine dernière, qui brandit encore la menace nucléaire. On fait comme si de rien n'était ou il faut s'inquiéter un moment? Je pense que c'est la 26... Il y a des experts qui suivent ça et qui nous expliquent que c'est la 26e fois depuis le début du conflit. C'est-à-dire que quand on a commencé à dire qu'on allait aider, distribuer des casques, il a commencé à brandir la menace nucléaire. Quand on a parlé des tanks, c'était pareil. Quand on a parlé des missiles, c'était pareil. On s'aperçoit que c'est des rodomontades. Mais donc ça ne vous inquiète pas, ça vous inquiète pas cette menace? Ça m'inquiète pas plus que jamais. Pendant toute la... Vous savez, on a vécu... Le privilège de l'âge fait que j'ai vécu toute la période de la guerre froide avec ce genre de menaces. Poutine sait parfaitement que si demain il y avait un conflit nucléaire, il passerait, soit il mourrait immédiatement, soit il passerait le reste de sa vie dans un abri anti-atomique. Enfin, on mourrait tous en l'occurrence peut-être. S'il y a un conflit nucléaire, il n'y a pas que Vladimir Poutine. Exactement, c'est la dissuasion. Et pour moi, la dissuasion, aujourd'hui, elle joue toujours son rôle. Donc les menaces de Poutine, je n'y crois pas une seule seconde. Fabrice. Claude Malhuret, vous vous êtes dit plusieurs fois inquiet de la position de l'Europe de ne pas entrer en guerre contre Vladimir Poutine. Emmanuel Macron l'a évoqué physiquement la semaine dernière. Est-ce qu'il a eu raison de le faire? Alors, moi, si vous voulez, je pense que cette polémique n'est pas du tout le centre du problème. Il est possible que ce soit une maladresse, comme on l'a dit. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais vous ne parlez pas de maladresse, vous? Je vais vous dire, ce dont je suis sûr, c'est que je préfère le Macron qui réunit tous les pays démocratiques à Paris, qui dit que rien n'est exclu, qui dit qu'il faut maintenir une ambiguïté stratégique par rapport à Poutine et qui dit que nous voulons la défaite de Poutine. C'est la première fois. Je préfère ce Macron-là à celui qui, pendant plus d'1 an, a dit qu'il ne faut pas humilier Poutine et qui a... Il le dit en 2022. Et qui le dit en 2022 et un petit peu au-delà. Aujourd'hui, je crois que Macron, d'autres bien entendu, beaucoup de gens, tout le monde aujourd'hui est en train de le comprendre, avec la mort de Navalny et le durcissement. Et on s'aperçoit que le goulag est revenu en Russie, j'allais dire en Union soviétique, avec
la perte d'Avdiïvka par les Ukrainiens, avec la perspective, avec les primaires américaines et la perspective des élections. On va en parler. Mais tout le monde est en train de s'apercevoir, et Macron lui-même, qu'aujourd'hui les choses ont complètement changé. Oui. Si l'Ukraine perdait, c'est pas l'Ukraine qui perd, c'est toute l'Europe. Moi, je préfère ce Macron-là. Vous dites tout le monde, mais vous avez aussi constaté que personne n'avait suivi Emmanuel Macron. Nos alliés de l'OTAN, nos alliés européens disent non, pas question d'envoyer de troupes aujourd'hui en Ukraine. Oui. Il y a un isolement que Emmanuel Macron n'avait pas forcément calculé. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il avait consulté ses alliés? Il a fait cette conférence de presse, vous l'avez vu, peut-être pas revenir longtemps là-dessus, à la suite d'une réunion où tout le monde reconnaît qu'ils ont discuté de ça. Et par conséquent, si maladresse il y a, je pense que ce n'est pas le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est de dire maintenant, c'est bien tard d'ailleurs, mais maintenant on a compris. Et à la limite, si cette polémique peut... Quant à la réaction d'un certain nombre d'alliés, écoutez, tout le monde sait, il y a une grande hypocrisie. Tout le monde sait qu'il y a des services, des militaires, des renseignements, des grands pays occidentaux. Ceux qui fournissent les missiles et qui les guident avec... les Ukrainiens ne sont pas seuls à guider leurs missiles lorsqu'ils attaquent des... Vous dites c'est qu'on est déjà en Ukraine et qu'il y a une hypocrisie générale. Tout le monde sait que les services de renseignement des grands pays occidentaux sont en Ukraine aujourd'hui. Et d'ailleurs, donc, premièrement, hypocrisie générale, mais peut-être que cette hypocrisie, en temps de guerre larvée, etc., elle est nécessaire. Mais jeudi, Emmanuel Macron invite les chefs de parti à l'Élysée, tout ça pour préparer le débat qui aura lieu au Parlement sur le soutien à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce débat qui aura lieu au Parlement? J'attends depuis 2 ans que l'on fasse ce que l'on doit faire vis-à-vis de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on aille beaucoup plus loin. J'attends que nous ne nous trouvions pas dans la situation où nous avons promis 1 million d'obus à l'Ukraine et où nous ne sommes pas capables d'en livrer plus de 300 000 et où les Ukrainiens sont en train de reculer parce que, pour une seule raison, non pas parce qu'il manque d'hommes et de héros et de gens qui se battent, mais parce qu'il manque de ce qu'on leur a promis, et notamment des missiles, de la défense antiaérienne et des avions. J'attends, bien entendu, et ça fait 2 ans que j'attends ça, et je ne suis pas le seul à l'attendre. Et surtout, ce sont les Ukrainiens qui l'attendent. Et j'attends que nous comprenions tous, et je pense que depuis quelques semaines, le climat a changé, la mort de Navalny est sans doute pour quelque chose. J'attends que nous comprenions que si l'Ukraine perd, c'est l'Europe qui perd, et que demain, ce sera la Lituanie, l'Estonie ou bien la Moldavie, et que Poutine ne s'arrêtera pas. Donc, Claude Malhuret, la réponse doit être européenne. C'est ce que elle doit être européenne, américaine, elle doit être américaine, japonaise. Vu de Paris, ce que vous attendez d'Emmanuel Macron, c'est qu'il fasse bouger les lignes à Bruxelles. Bien sûr, mais ça fait longtemps et à Bruxelles, d'autant plus que malheureusement, nous sommes face à un des principaux partenaires, une des principales puissances européennes qui est l'Allemagne, dont une partie de la coalition est tout à fait prête à y aller, les écolos, les libéraux, et où malheureusement le chancelier Scholz ne se montre pas, c'est le moins qu'on puisse dire, à la hauteur de la situation. C'est assez incompréhensible, mais malheureusement c'est un blocage considérable. En France, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous. Jean-Luc Mélenchon nous dit « Nous ne sommes ni Ukrainiens ni Russes ». C'est vraiment notre guerre, cette guerre en Ukraine? Ça fait des décennies, ça fait des années et des années que nous avons en France la 5e colonne, que nous avons les collabos, que nous avons les défaitistes, que nous avons les pacifistes qui ne comprennent pas, comme au temps où Mitterrand disait les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest, qui ne comprennent d'abord qui encensent Poutine, qui sont les caniches de Poutine, qui sont eux-mêmes des dictateurs en puissance, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, et par conséquent qui s'entendent parfaitement bien avec les dictateurs. Nous avons ce genre de personnages en France. Nous avons Marine Le Pen qui fait un tweet la semaine dernière en disant « La mort de Navalny est une tâche sur la démocratie russe ». Ça veut dire qu'elle considère que la Russie est toujours une démocratie. Nous avons ce Mélenchon qui, depuis des années et des années, encense Poutine. Ce sont, je ne sais pas comment je vous dis, ce sont des collabos. Autre sujet, Claude Malhuret, bientôt 5 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Plus de 25 000 femmes et enfants palestiniens ont été tués selon le Pentagone, qui se base sur un bilan global donné par le Hamas. Kamala Harris, la vice-présidente américaine, demande un cessez-le-feu immédiat. Vous aussi? Bien sûr.
Bien sûr, j'espère, il semble qu'il y a quelques espoirs d'un cessez-le-feu depuis quelques jours. Les discussions sont en cours en Égypte. On en est loin, oui, avec le Qatar et un certain nombre d'autres pays. On en est loin. On a aujourd'hui 2 adversaires, l'un qui est un groupe terroriste qui n'a pas aujourd'hui disparu. On a de l'autre côté un gouvernement israélien, à cause d'un système électoral, malheureusement, qui arrive généralement à ne pas donner de majorité stable en Israël, ce qui est regrettable. Un gouvernement dans lequel siège un gouvernement d'extrême droite, dans lequel siègent des ministres carrément racistes, carrément expansionnistes, qui ne cachent pas qu'ils veulent chasser les Palestiniens. Certains demandent des sanctions contre ce gouvernement israélien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce qui compte, c'est d'arriver à ce cessez-le-feu. Et si on n'y parvient pas? Aujourd'hui, on y arrivera plus facilement. Les Américains y arriveront plus facilement. D'abord, les Américains, c'est comme ça, c'est la réalité, ne décideront pas des sanctions et par conséquent, et ils ont décidé qu'il valait mieux y arriver par la diplomatie parce que ce sont des alliés et parce qu'après tout, Israël, quels que soient les défauts de ce gouvernement, et ils sont nombreux, reste une démocratie et il y en a peu au Proche-Orient. Donc, je pense que les sanctions ne sont pas le sujet, mais j'espère vraiment que Biden et les alliés, et Macron et tous les alliés aujourd'hui, arriveront à faire comprendre à Israël qu'on ne peut pas indéfiniment être dans cette situation et qu'un jour elle se retournera contre eux. Retour en France, Claude Malhuret, le Rassemblement national organisé hier son premier grand meeting de campagne. 8000 militants revendiqués, 8000 militants présents à Marseille. Le Rassemblement national qui a ciblé Emmanuel Macron, qui a été accusé d'être le grand effaceur de la France. Il y a eu un affaiblissement de la France sous Emmanuel Macron? Il y a dans le monde aujourd'hui un déclin relatif, je dis bien relatif, de l'Occident qui a dominé le monde pendant plusieurs siècles par rapport au reste du monde qui aujourd'hui est en train de rattraper, d'utiliser les méthodes de l'Occident qu'il a souvent et qu'il continue à critiquer, mais d'utiliser ces méthodes sur le plan économique notamment pour aller de l'avant. Et par conséquent, obligatoirement, vous avez un déclin relatif de l'ensemble. Mais qui n'est pas dû à Emmanuel Macron. Et notamment de l'Europe. Regardez, la situation est la même dans les autres pays européens. La situation est encore plus problématique aujourd'hui sur le plan politique aux États-Unis. L'Occident, aujourd'hui, d'une part, est rattrapé, ce qui est une bonne chose. Au cours des 30 dernières années, 2 milliards d'hommes sont sortis de la pauvreté en utilisant les méthodes de l'Occident. Bien entendu, ça veut dire que relativement, ces pays-là deviennent plus puissants par rapport à nous. C'est la marche de l'histoire. Est-ce que la France est plus en déclin qu'un certain nombre de ses collègues, selon vous, il n'y a pas de responsabilité d'Emmanuel Macron là-dedans. Fabrice? Vous êtes à l'origine d'un discours qui a marqué les esprits lors de la déclaration de politique générale de Gabriel Attal au Sénat. Vous appelez au rassemblement face aux extrêmes, ces extrêmes dont vous venez de nous parler. Qui, selon vous, doit porter ce rassemblement? Première question. Deuxième question, est-ce que, vous êtes proche d'Édouard Philippe, est-ce que un attelage Philippe Attal vous semble jouable? Alors, ce rassemblement, il est nécessaire. Vous voyez les sondages. Nous allons avoir une confirmation aux élections européennes. Nous pourrons le jour, parce que les sondages, ça va, ça vient, mais les élections, le jour des élections, on ne se demande pas ce qu'on souhaiterait, on se demande ce qu'on voudrait, ce qu'on voudra. Et on va voir le jour des élections européennes le sondage en vraie grandeur. Et on va s'apercevoir que les extrêmes, et notamment l'extrême droite, est puissante et qu'elle est désormais, pour la première fois, un danger potentiel pour la prochaine présidentielle. Deuxièmement, et c'est une évidence, on s'aperçoit que pour battre cette extrême droite, il faut un rassemblement de ce que j'appelle le camp de la raison, qui va de la droite libérale à la gauche modérée, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule possibilité. Qui inclurait donc par exemple un Raphaël Glucksmann. C'est quoi le spectre, du rassemblement? Le spectre, c'est tous les démocrates. Bien entendu, ça pose le problème parce que la différence droite-gauche ne s'est pas effacée comme ça, comme par enchantement, et ça pose le problème jusqu'où ça va, comment ça peut se faire, etc. C'est compliqué. Il nous reste 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans pour le faire. C'est compliqué. Vous me dites, c'est une recomposition que vous proposez là. C'est une recomposition. Bien sûr, c'est un rassemblement. Bien sûr que demain,
s'il n'y a pas le rassemblement des forces modérées, nous avons le risque d'un parti extrême en France qui fera ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Pologne, ce qui s'est passé en Pologne, ce qui se passe en Italie ou ailleurs, ce qui risque de se passer aux États-Unis, c'est-à-dire des gouvernements au minimum illibéraux dont nous ne voulons pas et qui serait une catastrophe pour le monde et probablement d'une façon ou d'une autre une sortie de l'Europe, parce que si le Front National aujourd'hui, le Rassemblement National, ne parle plus de Frexit parce qu'ils ont bien vu que le Brexit a été une catastrophe et qu'ils n'osent plus le faire, leur programme revient de toute façon à sortir de l'Europe, ce qui serait une catastrophe. Par conséquent, recomposition, je ne sais pas si c'est le terme, mais rassemblement, oui, bien. Claude Malhuret, vous parlez de sondages, je vais vous en donner un quand même si les sondages, on sait à quoi s'en tenir. Le sondage BVA pour RTL, 30% d'intention de vote pour le Rassemblement National devant la liste majorité présidentielle menée par Valérie Ayé. Est-ce que Valérie Ayé, qui est la candidate de la majorité présidentielle, est la bonne candidate pour contrer cette tendance aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est la bonne candidate, mais c'est une bonne candidate, oui. D'abord, elle est au Parlement européen, elle y est connue pour son travail, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et notamment de son principal adversaire, qui est connu pour le contraire. Elle connaît parfaitement les mécanismes du Parlement européen. Est-ce qu'elle a l'envergure face à un Jordan Bardella? Vous savez, c'est dans les. Vous pensez que Jordan Bardella a une vraie envergure? C'est son envergure? Je regarde les sondages. L'envergure du Rassemblement national. Les campagnes électorales, c'est des bons révélateurs, des très bons révélateurs. On va voir qui a de l'envergure dans cette campagne électorale, si c'est Valérie Ayé ou si c'est Jordan Bardella ou un certain nombre d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, vous parliez de Raphaël Glucksmann tout à l'heure, qui montre, qui arrive aujourd'hui sur la scène politique. Moi, je crois que Valérie Ayé a toutes les qualités pour démontrer qu'elle a l'envergure et beaucoup plus que son adversaire. On dit qu'Édouard Philippe poussait pour... Allez-y. Oui, excusez-moi, parce que j'ai coupé Claude Malhuret tout à l'heure et il n'a pas pu me répondre sur la question Attal Philippe. Parce que l'homme qui monte quand même dans votre camp, c'est plutôt Gabriel Attal et pas Édouard Philippe. Vous êtes un proche d'Édouard Philippe. Oui, voilà, je suis un proche d'Édouard Philippe. Je vous parlais tout à l'heure de rassemblement. Je pense qu'aujourd'hui, et notamment la façon dont il a gouverné et dont il a été Premier ministre, ça se voit dans les sondages d'opinion d'ailleurs, où il est très, très largement en tête. Je pense qu'à partir, il faut trouver la personne qui va incarner le mieux ce rassemblement. Pour moi, cette personne, c'est Édouard Philippe. Par son parcours, par son passé, par ses propositions, par son envergure, par sa... Tout à l'heure, vous parliez de Valérie Ayé, je ne me rappelle plus le mot que vous employez. Envergure. Envergure. Voilà. À partir de cela, de toute façon, dans ce rassemblement dont je parle, il faut qu'il y ait tout le monde. Il faut qu'il y ait Philippe, il faut qu'il y ait Attal, il faut qu'il y ait le maire, il faut qu'il y ait Bertrand, il faut qu'il y ait... etc. Parce que sinon, il n'y aura pas de rassemblement. L'actualité du jour, c'est ce congrès réuni à Versailles pour faire entrer l'IVG dans la Constitution. Vous parlez aussi de moments historiques, Claude Malhuret. Vous allez prendre la parole pour votre groupe tout à l'heure. Oui, si je vais prendre la parole pour mon groupe, c'est généralement les présidents de groupe, en général, qui prennent la parole pour leur groupe. Nous allons nous prononcer à quasi-unanimité en faveur de cette révision constitutionnelle. Moi, c'est une décision difficile, parce que je comprends parfaitement Gérard Larcher qui dit que la Constitution n'est pas un ensemble... Un catalogue de droits sociaux. De droits sociaux et sociétaux. Et c'est vrai. Il n'en reste pas moins qu'il y a d'abord un certain nombre de libertés qui sont déjà inscrites dans la Constitution, et par conséquent, ça n'empêche pas qu'on en rajoute une. Mais je suis assez d'accord avec cette phrase-là, il ne faut pas les multiplier. Simplement, c'est un sujet un peu particulier aujourd'hui, et je pense que ça vaut le coup de faire un geste particulier. Parce qu'aujourd'hui, et je n'aurais pas dit cela il y a un an ou deux, mais on voit bien que cette liberté, elle est menacée. Elle est menacée aux États-Unis par la décision de la Cour suprême et par la décision d'un certain nombre d'États américains d'interdire l'avortement. Déjà, elle est menacée en Europe, ce qu'elle n'était pas il y a un certain nombre d'années, en Europe de l'Est, en Pologne, en Hongrie, etc. Elle est menacée en France à un certain nombre... Certains de vos confrères ont fait l'autre jour une émission de télévision qui va d'ailleurs expliquer un certain nombre de votes aujourd'hui
où ils se sont rendus compte que le combat, non pas seulement contre l'inscription de l'avortement dans la Constitution, mais le combat contre l'IVG, tout simplement, est en train... C'est ça ce qui est en jeu aujourd'hui, pourrait bien, alors que je ne vous aurais pas dit ça il y a 6 mois ou 1 an. Il y a des risques de retour en arrière sur l'IVG en France. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes... Moi, je vous dis, il y a 6 mois, 1 an, je vous aurais dit non, j'aurais même rigolé. En me disant c'est absolument pas menacé en France et tout, et je continue à penser que ça n'est pas menacé. Néanmoins, les signes sont là près de nous, en Europe, ils sont près de là. Ils sont là aux États-Unis, et ils sont là dans une partie de l'opinion en France qui pourrait demain, après tout, devenir, sinon majoritaire, du moins importante. Donc je pense qu'il faut que c'est une situation particulière, et après avoir hésité sur ce sujet, je pense, et la plupart des sénateurs de mon groupe pensent, qu'il faut que nous marquions une volonté de protéger mieux cette loi Veil de 1900. Vous attendez à une adoption à une très large majorité aujourd'hui? Oui, bien sûr. On a vu notamment du côté de la droite. On a vu le résultat à l'Assemblée et au Sénat. Il y aura une très large majorité, bien sûr. Sur le coût du congrès de Versailles, on parle beaucoup du coût de cette réunion dans un château de Versailles. Est-ce qu'on ne pourrait pas réunir le congrès ailleurs Parce qu'on sait que voilà, il y a beaucoup de questions budgétaires en ce moment, notamment du côté d'Édouard Philippe. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une salle un peu moins grande, prestigieuse que le château de Versailles? Écoutez, peut-être, mais les décisions constitutionnelles, les réunions du Congrès, elles se sont toujours faites à Versailles. Un jour ou l'autre, on trouvera peut-être d'autres... on peut dire aussi que bloquer une salle à Paris et faire venir 1000 ou près de 1000 députés et sénateurs avec toute la logistique que ça représente, ce n'est pas obligatoirement bien pour la capitale, et du point de vue écologique ou du point de vue des frais, ce ne sera pas obligatoirement moins cher. Mais bon, Versailles, c'est un des lieux emblématiques de l'histoire de France, de la même façon que l'Assemblée ou le Sénat. On ne peut pas le faire à l'Assemblée ou au Sénat parce qu'il n'y a pas de salle qui contienne 800 et quelques, près de 900 députés et sénateurs. Donc il faut bien trouver une salle. Je pense qu'on ne va pas aujourd'hui, on se divise... On se déchire sur beaucoup de sujets, on ne va pas se déchirer sur le fait de savoir... Si je vous pose la question... Après tout, Versailles, c'est à quelques kilomètres de Paris. Hein. Si je vous pose la question, Claude Maluret, c'est que Bruno Le Maire nous dit qu'il manque 10 milliards d'euros dans les caisses. Plusieurs ministères vont voir leur crédit diminuer en 2024. On ne peut pas faire autrement que diminuer les crédits d'un certain nombre de ministères aujourd'hui? Je pense qu'il faut même aller... non seulement on ne peut pas faire autrement, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut le faire pas seulement dans des adaptations au fur et à mesure, mais dans des lois de finances. Nous sommes aujourd'hui avec une dette qui est insoutenable, qui d'ailleurs aurait entraîné depuis longtemps une dévaluation de la monnaie si nous n'étions pas dans un cadre européen où nous sommes protégés par l'Europe de ce point de vue-là. Cette dette est beaucoup trop importante, le déficit est beaucoup trop important. Est-ce qu'on peut couper dans le budget de la santé encore davantage? Je ne sais pas dans quel budget, comme ça, en 2 minutes, vous dire dans quel budget on peut couper. On rappelle que vous êtes médecin, donc c'est un sujet que vous connaissez. Il y a une sorte d'évidence dans le budget de la santé. Le vieillissement de la population fait que quoi qu'on fasse, même si on arrive à organiser mieux la santé, ces dépenses font partie de celles qui augmenteront parce qu'une population qui vieillit, c'est une population qui consomme plus de soins de santé. Donc je dirais que ce n'est pas le bon exemple. Je ne vais pas vous proposer et non pas, je ne vais pas vous faire vous régler le budget en 2 minutes. Mais il fallait plus loin en termes Gabriel Attal de réduction de s'y atteler dans un certain nombre de domaines. L'urgence est là. Nous sommes trop endettés, nous avons trop de déficits. Et beaucoup plus que la plupart de nos voisins. Donc il va bien falloir trouver un moyen, et ce sera douloureux. Je ne veux pas vous dire le contraire. Et il faut le dire aux Français, il faut dire la vérité aux Français. Je pense qu'en général, on a toujours intérêt à dire la vérité, ça vaut toujours mieux. Merci beaucoup Claude Maluret, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci cher Fabrice, merci de m'avoir épaulé pour cette interview.